Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. La Voie lactée et l'univers possèdent très certainement un grand nombre de trous noirs. La plupart d'entre eux sont cependant invisibles puisqu'ils n'émettent ou ne reflètent par définition aucune lumière. Il existe ainsi probablement de nombreux trous noirs de tailles diverses dans le voisinage galactique du Soleil. Il reste cependant impossible de les détecter. Enfin, ces dernières années, de nombreux progrès ont été effectués. Des méthodes ont été mises en place pour détecter l'influence gravitationnelle des trous noirs sur les astres qui sont très proches d'eux. Cela marche particulièrement bien dans le cas de couples constitués d'un trou noir et d'une étoile massive. Ils gravitent tous deux autour d'un centre de gravité commun. Comme le trou noir reste invisible, l'étoile semble effectuer une sorte de ronde à elle toute seule. Une oscillation qu'il est possible de détecter avec des mesures très précises. L'Observatoire d'astrométrie européen Gaia a justement été conçu pour mesurer ce type de mouvement. Des chercheurs se sont donc mis en tête d'exploiter ces mesures pour dévoiler des trous noirs évoluant au sein d'un couple. Plusieurs découvertes ont ainsi été effectuées, et la dernière d'entre elles est particulièrement impressionnante. Gaia BH3 est un trou noir situé à seulement 2000 années-lumière du Soleil. À l'échelle de la Voie lactée, c'est quasiment notre pâté de maison. C'est ainsi le second trou noir le plus proche à avoir jamais été détecté. Le plus proche se trouvant, lui, à un peu plus de 1500 années-lumière. Mais s'il rate de peu le record de la proximité, il empoche largement celui de la masse pour un trou noir stellaire. Gaia BH3 semble faire environ 33 masses solaires, ce qui en fait le trou noir stellaire connu le plus large de la Voie lactée. Bien évidemment, il reste bien moins massif que Sagittarius A étoile, qui appartient à une classe de trous noirs complètement différente, les trous noirs supermassifs. Cette découverte permet toutefois de confirmer que des trous noirs stellaires de très grande taille existent bel et bien. Des détections par ondes gravitationnelles avaient déjà été faites de manière indirecte sur des trous noirs de cet ordre de grandeur. Elles concernaient cependant des objets situés en dehors de notre galaxie et soumis à un processus de fusion. Gaia BH3 est à l'inverse très intéressant puisqu'il se trouve à proximité et va pouvoir être soumis à des observations répétées par l'intermédiaire de son compagnon. Ce compagnon comporte par ailleurs des informations intéressantes. C'est une étoile massive et très pauvre en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Comme toutes les étoiles doubles, sa composition est certainement très proche de celle de l'étoile qui a donné naissance au trou noir. Cela semble être une confirmation que les étoiles très pauvres en éléments lourds perdent moins de masse au cours de leur vie et donnent donc naissance à des trous noirs plus massifs. On peut d'ailleurs se demander où se situe la limite maximale. Un trou noir stellaire de 40 ou 50 masses solaires peut-il se former ? Avec Gaia BH3, on est probablement assez proche de la limite théorique pour une étoile de faible métallicité, c'est-à-dire très pauvre en éléments plus lourds que l'hélium. Il reste donc à espérer que Gaia va continuer à produire des détections similaires à partir de ces immenses catalogues d'étoiles. L'Observatoire européen a pour mission de relever les données fondamentales de plus d'1 milliard d'étoiles de notre environnement proche. C'est une masse de données qui peut alors servir à mener des recherches dans presque tous les champs de l'astronomie. L'Observatoire a fêté ses 10 ans voilà quelques mois et devrait terminer sa mission l'année prochaine. Il devrait cependant servir de base à des publications pendant encore bien des années supplémentaires. On continue notre tour des actualités spatiales du côté de la NASA, qui vient de recadrer plusieurs de ses prochaines grandes missions pour le meilleur et pour le pire. Du côté du pire, on a Mars Sample Return, la mission de retour d'échantillons martiens qui doit être menée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, est plongée dans les difficultés financières et les retards de calendrier. En l'état, la mission doit coûter 11 milliards de dollars côté américain et ne devrait pas pouvoir ramener les précieux échantillons avant 2040. Bill Nelson, l'administrateur général de la NASA, a mis les pieds dans le plat. Ce budget et ce calendrier sont considérés comme inacceptables. Il est donc devenu inévitable de remanier ce programme en profondeur. L'Agence spatiale américaine est dorénavant à la recherche d'idées et de concepts pour diminuer le budget et la date de ce retour d'échantillons. Cela pourrait consister à se tourner encore une fois vers l'industrie privée.
Il est cependant clair qu'aucun acteur privé ne peut actuellement se poser sur Mars, et encore moins en revenir. Cette situation ne devrait pas changer avant bien des années. Mars Sample Return semble donc dans une impasse. Certains observateurs estiment que la NASA souhaite officieusement mettre fin à la mission, pour concentrer son faible budget sur l'effort Artemis. Le rover Perseverance, présent sur Mars depuis plusieurs années, a déjà collecté 24 échantillons. Ces derniers ne seront peut-être jamais ramenés, ou du moins pas avant plusieurs décennies. Évidemment, on peut peut-être espérer que les avancées notables sur les méthodes de voyage interplanétaires, développées notamment pour Artemis, vont un jour venir changer l'équation. Puisqu'on parle d'Artemis, ce programme pourrait également connaître des bouleversements importants. Pour le moment, on attend la mission Artemis 2 l'année prochaine. Elle permettra à des astronautes d'aller effectuer un passage derrière la Lune avant de revenir sur Terre. Après ça, ce sera le tour d'Artemis 3, pour le moment prévu en 2026, et qui doit déposer des astronautes à la surface de notre satellite. Évidemment, personne n'y croit. Le Starship, le vaisseau qui doit déposer les équipages sur la Lune, ne sera jamais prêt à cette date. Les combinaisons nécessaires aux sorties sur notre satellite posent également problème. Des rumeurs semblent ainsi converger sur un changement de programme majeur pour Artemis 3. Afin d'éviter un délai trop long entre Artemis 2 et Artemis 3, la mission pourrait complètement changer de nature. Elle pourrait ainsi se dérouler en orbite basse terrestre et consisterait à tester l'amarrage entre un vaisseau Orion et un Starship. Ce serait donc une redite d'Apollo 9. Un tel changement permettrait à la NASA de rester sur un calendrier crédible. Artemis 3 pourra ainsi avoir lieu 1 ou 2 ans après Artemis 2. Le retour sur la Lune se ferait ensuite avec la mission Artemis 4 ou bien même encore après. Notez bien que ces informations ne sont pour le moment pas officielles. Le plan en vigueur reste un atterrissage sur la Lune en septembre 2026 avec un Starship. On ne serait cependant pas surpris que d'ici quelques mois, la NASA se décide officiellement à réancrer ses ambitions dans la réalité. Plutôt que de repousser Artemis 3 de plusieurs années, il paraîtrait alors judicieux de faire évoluer la mission pour faire maturer l'architecture prévue et ainsi continuer à progresser. Comme les échéances officielles arrivent à grands pas, on devrait avoir des informations assez rapidement. Du côté des bonnes nouvelles maintenant, on a une date de lancement officielle pour la mission Dragonfly. La mission a pu définitivement sécuriser son budget de 3,35 milliards de dollars. Elle décollera en juillet 2028. Pour rappel, Dragonfly est un drone à rotor qui doit voler dans l'atmosphère de la lune de Saturne Titan à partir de 2034. Il profitera de sa grande allonge pour visiter de nombreux emplacements à la recherche d'une chimie prébiotique. Ce sera l'occasion d'explorer longuement l'un des mondes les plus fascinants du système solaire. La NASA fait donc des sacrifices sur l'exploration martienne et potentiellement sur Artemis 3, mais elle s'offre en revanche la certitude de pouvoir mener ce qui est probablement la mission d'exploration robotique la plus ambitieuse de toute son histoire. Seuls 10 ans nous séparent des premiers tours de pale de Dragonfly dans l'atmosphère de Titan. Ça peut paraître long, mais vous allez le voir, ça va passer en un clin d'œil. Si les lunes de Saturne vont devoir attendre longtemps avant d'être de nouveau explorées, ce n'est pas le cas des lunes de Jupiter. La plus grande planète du système solaire attend l'arrivée de 2 nouvelles sondes, l'une américaine et l'autre européenne. Elle est également toujours le terrain de jeu de Juno, une sonde de la NASA qui est arrivée dans le système jovien en 2016. Juno a complété sa mission primaire depuis quelques années et s'évertue depuis à mener des objectifs secondaires. Parmi ceux-ci, il y a l'exploration de la lune volcanique Io qui a récemment fait l'objet de 2 survols. Grâce aux données produites lors de ces survols, la NASA a réalisé les 2 animations que je vous montre à l'écran. La première illustre l'Okipatra, un immense lac de lave parsemé d'îles. Il fait 200 km de long. Sur ses bords, de la lave en fusion est visible. Cette région illustre parfaitement ce qui fait de Io une lune si particulière. Sa grande proximité avec Jupiter la soumet à des forces de marée considérables qui maintiennent certains points de sa croûte et de son manteau en fusion. C'est ainsi l'astre le plus volcanique de tout le système solaire.
L'autre animation produite par la NASA nous permet d'apercevoir un relief extrêmement pentu, une sorte de montagne aux parois très abruptes. Ces animations et les photos prises par Juno au cours de ses 2 derniers survols constituent les derniers efforts d'exploration de la Lune Io avant un long moment. Les sondes JUICE et Europa Clipper, qui arriveront dans quelques années, ne s'intéresseront pas à la Lune volcanique, ou alors de loin. Elles concentreront leurs efforts sur les 3 autres lunes galiléennes du système qu'on soupçonne fortement d'abriter des océans liquides. Les images du feu de Io vont donc laisser place aux images de l'eau d'Europe, ce qui illustre assez bien la diversité incroyable qu'on peut trouver autour de Jupiter. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, le lien pour y assister est en description. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.